Donc, bah, là, on a déjà un beau tour de table en tous les cas. C'est déjà très riche de voir où vous en êtes et puis, votre approche du sujet. Donc on voit qu'il y a aussi, différentes définitions de l'autoréhabilitation accompagnée ou différentes façons de prendre le sujet. Donc je propose qu'Aurore Ducas nous présente, nous fasse un petit peu cette mise en contexte, nous présente, la définition, les différentes approches possibles. Et puis qu'on puisse, ensuite, échanger, plus largement, voilà sur, peut-être, des retours d'expérience qui vous auront parlé aussi dans son discours. Est-ce que Aurore, tu serais prête pour, partager le PowerPoint? Oui, oui, je vous le partage tout de suite. Bah, déjà, bonjour à tous. Je ne vous avais pas, salué avant. Voilà, j'arrive. Moi aussi, attendez, j'ai l'écran qui se voilà. Donc voilà, moi, en fait, je suis chercheuse, alors en Italie, mais j'ai juste épousé un Italien, hein. Je suis de Haute-Marne et j'ai même fait à l'époque le SC Dijon. Donc je suis quand même voilà, je connais bien le territoire, on va dire. Et donc j'ai fait, en fait, mon doctorat sur les communautés d'énergie et là, je travaille, en fait, toujours pareil, communauté d'énergie, flexibilité. Puis quand on travaille sur ces problématiques, on arrive rapidement à la question du logement et donc depuis quelque temps, j'étais impliquée un peu dans les quelques projets européens sur l'autorénovation, accompagnée. Donc voilà, je vais essayer de vous présenter, ce que j'ai pu, en tirer, voilà, dans les rencontres que j'ai faites et puis, voilà, dans la littérature que j'ai pu trouver. Donc, en fait, l'ARA, donc, une première définition attendez, je décale juste l'écran. Voilà, donc elle a été, en fait, elle est définie, depuis 2023 par l'ADEME, donc un mode de réalisation des travaux qui associe en complémentarité l'intervention d'un professionnel du bâtiment à celle d'un maître d'ouvrage. Donc dans cette logique-là, en fait, on a vraiment cette idée de co-construire ensemble quelque chose. Mais l'ARA, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Tout le monde qui a déjà fait des travaux chez lui, moi je me souviens, même mes parents il y a 30 ans, faire une partie de ses travaux, c'est quelque chose qui a toujours existé, soit de manière hybride, on en fait une partie, soit même, pour, les plus téméraires, soit de manière totale, hein et mais en fait, voilà, la race, ça a toujours déjà l'INSEE en 2009, ça pointait déjà dans les rapports. Aujourd'hui, en fait, on essaie de l'institutionnaliser, donc c'est pour ça qu'on en parle beaucoup, mais c'est une pratique, voilà, qui a toujours existé. Et ce qui est important aussi, alors on galère peut-être un peu à la comprendre, hein, à bien en mais c'est aussi parce qu'en France, on est pionnier, hein. Il y a pas beaucoup de gens qui sont, aussi avancés que nous au niveau européen dans la matière. Donc c'est pour ça aussi que c'est difficile parce que, bah, justement quand on est en avance, ça pose pas mal de questions, mais on a quand même un écosystème qui est déjà, très, très bien construit. Donc par exemple, voilà, j'ai eu la chance ce vendredi, par exemple, de parler avec, Julienne Javel, l'association. Enfin, on voit, ils ont déjà fait des choses formidables, les compagnons bâtisseurs, il y a aussi pas mal de choses. Enfin, il y a quand même une émulsion sur le territoire qui nous permet quand même d'avoir déjà un écosystème, construit et qui permet, voilà, d'aller vers, des choses vraiment intéressantes dans l'ARA. Alors, ce qui est important donc, c'est que l'ARA, il faut pas tout mettre dans le même panier. Même si, enfin, j'y reviendrai après, il y a quand même, beaucoup en fait de ponts qui peuvent se faire entre les 2. Donc en fait, il y a une ARA qui est en fait militante et une ARA sociale. Alors on divise, mais voilà, c'est parce que nous les sociologues, on est un peu mais donc voilà, comme je rappelle, il faut pas non plus être, trop, fragmenté, mais voilà, n'empêche que théoriquement, c'est pas la même chose. L'ARA militante, en fait, c'est généralement des gens qui ont quand même un capital culturel, qui un capital économique et ou culturel élevé. Voilà, donc cette ARA militante, c'est, des gens qui décident de mener eux-mêmes leurs travaux, une partie de leurs travaux en s'entourant soit de copains, ça aussi, hein, ça a été, par exemple, le rapport de Bruxelles Environnement, montre qu'il y a voilà, pour les artisans, c'est pas non plus évident, ces nouvelles pratiques parce que vous avez des gens qui se lancent dans l'ARA, dans l'autorénovation accompagnée et puis c'est les «je sais tout». Donc pareil, quand on est artisan, comment on fait pour gérer avec des personnalités fermées, c'est et puis surtout quand c'est ceux qui savent rien, quoi. Monsieur je sais tout. Et avec un autre type de personnalité, voilà, ceux qui sont doués à l'écoute et qui ont aussi un peu de compétences, ça va très bien se passer. Donc déjà pour un artisan à la base, se lancer dans l'art, ça pose vraiment des pratiques importantes. Et puis, il y a une grande crainte, c'est aussi celle de l'assurance. Donc ça aussi, on y reviendra dans les recommandations. C'est un nouveau cadre juridique à développer et puis un des gros problèmes de l'ARA aussi, c'est le travail au noir. Voilà, est-ce que c'est un copain qui vient de me donner un coup de main ou alors est-ce que, c'est au final, voilà, le maçon qui vient
et que je paye en dessous de table. Donc c'est pour ça que l'ADEME, a fait ce rapport l'année dernière sur, rénovation accompagnée et justement pour dire: «Mais attendez» parce que la CAPEB, tous ces gros acteurs du bâtiment sont un peu, ils ont un peu peur quand même de l'autorénovation accompagnée. C'est pas quelque chose, qui est, très bien accueilli des fois. Donc là, l'ADEME, elle montre quand même que voilà, c'est, des gains compris entre 20 et 40 et qui peuvent permettre de réaliser encore plus de travaux. Donc c'est un marché pour ces grosses entreprises et que, donc autre chiffre là que je vous avais mis, voilà, que si, 29 des autorénovateurs se faisaient accompagner pour leurs travaux, ce sera environ voilà, 667 000 gestes de rénovation annuelle qui pourraient être réalisés en ARA, dégageant un chiffre d'affaires de près d'1 milliard d'euros pour les entreprises du bâtiment. Donc le rapport de l'ADEME va vraiment dans le sens, donc ce soutien à l'ARA, cette autorénovation, donc voilà, où donc justement où ça devient un nouveau marché pour les entreprises. Donc et dans cette ARA militante, une chose qui est aussi très, très importante, c'est, donc là, cette semaine, je suis à Rennes, en fait, pour, des cas d'études et j'en ai profité, voilà, pour aller, donc il y a des choses pour aller voir des chantiers, d'éco-construction. Donc, là, bon, je vous avais mis des exemples de chantiers, les castors dans le Rhône-Alpes, donc il y en a 200 à 300 par an, donc c'est quand même pas mal. Et là, comme vous allez voir, c'est très tourné vers l'éco-construction. Parce que c'est ça dans l'ARA militante aussi. Il y a vraiment cette dimension écologique, cette motivation environnementale cette dimension de réutiliser. Par exemple, l'artisan, le maçon, voilà, qui, lui travaille beaucoup avec la terre, Heu, m'expliquait aussi, moi je travaille avec le bois et c'est du bois de récup, en fait. On n'est pas dans le consumérisme. Donc là aussi, il y a un aspect économique qui est, c'est pour ça que je vous disais, on pourrait peut-être lier aussi cette ARA militante à l'ARA sociale parce qu'il y a vraiment on utilise les matériaux qui sont présents, qui sont disponibles, pour les transformer en ressources. Mais donc voilà, dans l'ARA militante, il y a c'est voilà, c'est très, très tourné vers les problématiques d'éco-construction, en général. Donc voilà et puis de l'autre côté, vous avez l'ARA social. Donc l'ARA social, là, c'est plus, quelque chose qui est reconnu, hein. D'ailleurs, même, au niveau institutionnel, si l'ARA militante, voilà, on fatigue plus à la reconnaître parce que justement on a perdu ce travail au noir, pour aider les personnes en situation vulnérable, l'autorénovation accompagnée, là par contre, elle est très intéressante. Pourquoi? Bah, parce qu'on a, voilà, quasiment 6 millions de personnes qui sont en précarité énergétique, et encore, enfin moi je travaille un peu avec la Commission européenne, comment on mesure la pauvreté énergétique? C'est quelque chose de très, très complexe. D'ailleurs, à l'occasion, si vous avez voilà, il y a un excellent MOOC qui a été fait par Aurélien Breuil du réseau Rappel, voilà, pour comprendre la pauvreté. Moi, je l'avais regardé, je trouve que c'est vraiment très, très bien et on se rend compte de la multidimensionnalité, de la difficulté à en rendre compte. Mais, voilà, par exemple, on avait par exemple 69 des personnes qui déclarent avoir restreint le chauffage chez eux pour ne pas avoir de factures trop élevées. Heu, 25 des ménages qui déclarent éprouver des factures pour payer, qui déclarent avoir des difficultés à payer leurs factures. Donc, en France, on est quand même touché, hein. On est un pays riche, mais, la pauvreté et la précarité, elle existe et elle est très présente. Et donc souvent, en fait, il y a 3 causes, donc dans la précarité énergétique. Donc c'est le revenu, effectivement, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous avez plus de chances d'être touché par, la précarité, énergétique. Mais aussi, il y a le type d'énergie que vous utilisez. En pleine crise financière, on l'a vu. Moi, je travaille aussi beaucoup avec une coopérative EcoPower en Flandre pendant la crise financière, la crise énergétique, pardon, ils ont réussi à protéger leurs consommateurs parce qu'ils fonctionnent à l'énergie renouvelable en faisant baisser les factures de 500 €. Donc, par rapport aux consommateurs qui avaient des opérateurs privés. Donc là aussi, le type d'énergie, d'où elle vient, c'est quelque chose, enfin, de très, très important. Et puis un des facteurs, fondamentaux, le dernier, de la précarité, énergétique, c'est le logement. Et vous avez beau mettre des panneaux photovoltaïques, mais si mon logement il est pas isolé, bah, voilà, d'un côté ça servira pas à grand chose. Et donc, là, je vous ai mis 2 photos, bah, je crois que justement c'était un rapport de Stop Exclusion Énergétique où c'est, à Lyon, donc, à Vaux-en-Velin si je me trompe bien. Donc il y a en ce moment cette grande mode aussi du conseil énergétique, nous aussi en Italie qui est très présente, on va aller aider les personnes, qui sont en pauvreté énergétique, en leur donnant du conseil. Mais, en fait, c'est un postulat assez libéral. Ça postule que quelque part, c'est comme si en fait le pauvre n'est pas assez éduqué. En fait, le problème, il est là. Alors que, en fait, le problème souvent dans la précarité, la pauvreté énergétique, c'est pas ça. C'est que structurellement, vous pouvez donner tout ce que vous voulez comme conseil à ces gens-là, mais souvent ils sont déjà en sous-consommation. Donc, la question du logement, elle est primordiale. Pour lutter contre la précarité énergétique, il faut du conseil, c'est sûr, il y a des bonnes pratiques, mais il faut rénover. Il faut donner un logement décent aux gens, ça aussi. Mais, le conseil, ça coûte un peu moins cher, c'est un peu plus facile, donc, ça généralement dans les politiques, ça passe mieux. Donc le conseil, oui, mais pas seulement. La question du logement, elle est primordiale. Donc,
Donc ça voilà, c'était et puis, autre mot rapide sur le conseil, par exemple, moi j'étudiais des projets à Naples, en Italie et c'est vrai que, par exemple, la machine à laver, vous pouvez aller voir quelqu'un en lui disant: «Attention, fais pas trop de machines», mais par exemple à Naples, ce qu'on avait observé, c'est que les familles, elles sont tellement stigmatisées, en fait, vu qu'elles vivent dans un quartier défavorisé, comme étant sales, que les mères de famille nous expliquaient: «Moi, je lave, je fais beaucoup de machines, mais parce que je veux pas que mes enfants soient vus comme sales à l'extérieur». Vous voyez, il y a tout aussi un aspect psychologique, un manque d'estime, donc c'est très, très complexe, en fait. Donc c'est pour ça que je pense vraiment que la question de l'autorénovation et du logement, elle est primordiale dans, l'accompagnement et d'ailleurs, c'est aussi le travail, par exemple, du réseau Écohabitat en France qui, le fait très bien sur l'estime de soi. Donc l'ARA social, c'est pas comme l'ARA militante. Là, on a d'autres problématiques. Déjà, comment on approche les populations, les populations les plus défavorisées. Moi, je travaille beaucoup sur les communautés d'énergie, donc j'avais interrogé plus de 5 600 personnes, membres de communautés d'énergie. Par exemple, des femmes pauvres dans ces communautés, on en avait seulement le 2. Donc parce que généralement, il y a un phénomène de self-exclusion, enfin voilà, les gens qui, s'auto-excluent eux-mêmes, en fait et donc c'est très, très dur de s'approcher des populations et les gens ne sont pas dans la rue à vous dire: «Hey, moi je suis pauvre». Donc comment on arrive à toucher ces populations? Et souvent, il y a un manque de confiance dans les institutions. Donc il y a de la peur aussi. Par exemple, ces mères de famille qui: «Si mon logement est insalubre, est-ce qu'on va me retirer mes enfants?» Donc ça, voilà, pour l'autorénovation, 1re question, comment on s'approche? Après, il faut trouver des artisans qui acceptent aussi de travailler avec ces personnes-là. Quand c'est des personnes qui ont un faible revenu, l'artisan, il a peur aussi de ne pas être payé. Donc, il y a des barrières là-dessus. Et puis, il faut monter des dossiers d'aide. Donc, par exemple, en Italie, ils ont automatisé, voilà, par exemple, pour avoir, le chèque énergie, comme ça, les gens ont plus besoin de faire cette demande-là. Là, dans les dossiers de rénovation énergétique, c'est un tas de paperasse. Donc, voilà, donc ça demande aussi la capacité, et voilà, de faire tous ces dossiers. Et en plus, des problèmes, moi, que j'ai observés, c'est que ça coïncide pas toujours avec les grilles de l'ANA, les travaux qu'on a à faire. Parfois, par exemple, il faudrait faire un poste de travaux, vous avez un artisan qui vous dit: «Ah oui, mais attends, là, ça va pas. Il faudrait refaire le toit pour que ça soit correct» et ça, c'est très, très difficile. Donc, on a ce rapport Bernier en 2014 qui était sorti, donc qui est connu, hein, et qui montre qu'au final, le dernier problème, c'est aussi le reste à charge. Même si vous avez voilà, il y a toujours un reste à charge pour les familles qui, par exemple, voilà, là, le chiffre, c'est 4 000 €, 20 enfin, ou 10 000 € pour, les rénovations, donc c'est 20. Où est-ce qu'on va les trouver? Ça aussi, c'est compliqué. Si vous allez demander à quelqu'un qui est en situation de précarité énergétique, même de mettre 300 400 €, c'est compliqué. Je vois dans les communautés d'énergie, moi, ça m'énerve parce que tout le monde dit: «Oh, mais qu'est-ce que tu veux que ça soit de payer 50 € pour rentrer, pour avoir des parts?» Ah si, mais même les 50 €, c'est une barrière pour rentrer, psychologique pour les gens. Et enfin et pas que psychologique, parce qu'il y a des gens vraiment 50 € pour eux, ça leur change la vie. Donc voilà, donc ça, il faut bien prendre en compte que dans la race sociale, on a toutes ces problématiques-là qui sont très difficiles, plus le fait qu'il y a des gens qui vivent, voilà, qui manquent totalement d'estime d'eux, qui ont plus confiance en eux-mêmes et même pour leur dire: «Allez viens, tu vas me donner un coup de main à faire les travaux», c'est voilà, comment je fais? Quand on n'a pas confiance, c'est pas évident du tout. Donc heureusement quand même en France, alors voilà, moi vu que je vis en Italie, je peux vous dire que quand même en France, on a quand même de la chance parce qu'on a quand même beaucoup de gens qui sont mobilisés. C'est pas parfait, mais on a quand même, beaucoup de gens qui font beaucoup de belles choses. Donc effectivement, il y a la Fondation Abbé Pierre, donc moi j'ai beaucoup vu les Compagnons bâtisseurs en Rhône-Alpes, donc là où ça fonctionne plutôt bien, donc dans leurs actions. Et donc il y a aussi beaucoup de collectivités locales, enfin chez nous, on se rend quand même là, la réunion que vous faites aujourd'hui, moi j'ai jamais vu ça en Italie. Donc voilà, donc même les acteurs locaux, cette mobilisation, ça montre quand même que, autour de ces problématiques, il y a, voilà, beaucoup de mobilisation. Donc une bonne pratique, donc bon, je sais qu'on a voilà, on a parlé des compagnons bâtisseurs, mais je trouve, qu'il y a des éléments très intéressants dans leur modèle. Donc voilà, je vous ai donné quelques chiffres. Donc ils ont fait 1 562 projets voilà, d'ARA. Comme disait Julien tout à l'heure, il faut faire attention quand même parce que là, on a l'impression que c'est un gros chiffre, mais dans l'ARA, on met beaucoup de choses. Ça peut être, du gros œuvre, mais en fait, le gros œuvre, c'est assez enfin, c'est une toute petite part des travaux des compagnons bâtisseurs parce que ça demande beaucoup de volontaires, ça demande aussi des ressources pour payer les travaux. Donc généralement, même enfin voilà, comme on discutait, il y a aussi, l'auto-embellissement.
repeindre un mur, faire ces petites choses-là, mais qui ont aussi leur importance, hein, qui ont aussi leur importance. Mais, voilà, pour faire du gros œuvre, même chez les compagnons bâtisseurs, en fait, il y a pas tant de chantiers que ça parce que, c'est aussi difficile. Donc, après donc, comme, quelqu'un d'autre de l'ALEC, si je me souviens bien, l'avait cité, il y a aussi ces histoires de bric-au-bus. Donc ça, c'est vraiment, pas mal du tout pour, approcher les populations, donc avec les associations locales. Donc on prend un petit bus et puis on va dans les quartiers défavorisés ou même on va dans les aires rurales. Il l'avait aussi fait pour ça, le bric-au-bus, pour pouvoir se déplacer facilement aux zones, non accessibles et puis on a ces groupes de volontaires qui arrivent. Alors pas on n'arrive pas en vous disant: «Eh regardez, moi je vais rentrer chez toi». Non, être, non, non, vous n'avez pas besoin que je vous répare une poignée de porte. Vous n'avez pas besoin donc ces petits gestes qui peu à peu permettre de tisser du lien social et ça, dans la précarité énergétique, c'est déjà un 1er pas qui est énorme. J'ai vu alors parce que moi, je travaille aussi sur la question du genre et généralement, bah, les travaux, c'est généralement un truc de mec, hein et donc les compagnons bâtisseurs, il y a aussi une grande attention à la problématique du genre, où il y a beaucoup d'ateliers, par exemple, mère-fille de bricolage. Donc ça aussi, je trouvais que c'était une amende, enfin voilà, quelque chose d'assez intéressant à développer et une dimension alors, je sais plus qui parlait de l'emploi tout à l'heure. Dans les métiers du bâtiment, on est en tension, hein. Il y a aussi un problème au niveau de la rénovation parce qu'avec ces directives européennes, voilà, on doit rénover tout très vite, mais déjà, je ne sais pas si, il y a quelqu'un qui a essayé d'appeler un plombier il y a peu de temps ou mais c'est toujours un peu compliqué ou voilà, pour faire des travaux et donc une chose que je trouve très bien aussi chez les compagnons bâtisseurs, c'est ce lien avec la réinsertion sociale et professionnelle. Ce que fait aussi, par exemple, Ecohabitat à la Franck Bilot, il y a quand même voilà, je refais ton logement, mais pas que. Je te redonne l'estime de toi et j'essaye de et on essaye aussi de te réin c'est des gens enfin moi j'ai pleuré quand j'ai vu voilà, Webinar de Franck Bilot parce que c'est beau en fait, c'est pas on fait pas seulement un logement, on redonne des vies. Enfin je crois que d'ailleurs que c'est un slogan. On redonne une possibilité à quelqu'un de se réinsérer, de retrouver un travail, de plus avoir honte d'accueillir des amis. Donc c'est vraiment pas seulement le logement, c'est toute sa vie qui reprend cours. Et donc, avec les compagnons bâtisseurs, il y a aussi, cette idée-là avec une réinsertion sociale et des fois, ben, dans les quartiers défavorisés, bah, alors moi j'étais prof de SAS avant, alors c'est peut-être ça me touche, voilà, comme ancienne prof, mais il y a des petits jeunes qui sont en décrochage scolaire et donc justement les métiers du bâtiment, c'est aussi, une possibilité pour se réinsérer, et donc là, voilà, ils ont été voilà, ils ont proposé une formation à 184 personnes techniques dans le secteur du bâtiment, mais je crois aussi en plus que les personnes qu'ils aident, des fois, il y a des possibilités aussi de les réinsérer dans d'autres secteurs qui sont pas forcément, ceux du bâtiment. Après, donc vu que, voilà, je vous dis, moi, je suis de Haute-Marne, donc pas trop loin de chez vous, je crois qu'on est assez quand même en zone rurale. Je vous ai mis ce projet qui avait été fait aussi, attends, ça me coince l'écran. Voilà, donc où il y a eu quasiment 1 200 audits, de réalisés mais vous voyez, en fait, voilà, donc on fait plein d'audits, on va voir, mais au final, des chantiers qui se réalisent, le taux de transformation, il est assez faible parce que c'est difficile. Donc ils avaient été voir un peu les agriculteurs, voilà, dans la région. Parce qu'on sait très bien que, voilà, les maisons des agriculteurs, c'est pas, voilà, c'est souvent, des vieilles maisons, il y a des problèmes d'isolation et donc ils avaient fait ce programme, voilà, de 2019 à 2020, justement destiné, à la problématique des agriculteurs et donc voilà, mais sur les, quasiment 2 000 audits de départ, ben, arriver à faire un chantier, c'est pas évident. Mais même sans arriver jusqu'au chantier, quelque part, c'est pas grave parce que enfin, c'est pas grave, si, c'est grave, mais ça permet quand même de réorienter les personnes, par exemple, vers des mécanismes d'aide. Donc c'est ce que Cabestan et notre coopérative m'expliquaient. Nous, on repère, mais on aide aussi. Enfin, même si on va pas au chantier, on va les orienter vers, tiens, bah, France Rénov' ou vers, voilà, des gens qui peuvent les aider. Donc c'est pas parce qu'il y a un faible taux de transformation que c'est inutile. Non, non, ça permet aussi aux gens de se sentir écoutés et d'être orientés, vers, des instances et les chantiers qui sont vraiment très, très difficiles, là, effectivement, c'est pris par les compagnons d'a et les chantiers qui bloquent ou voilà, là, c'est pris. Mais voilà, cette autorénovation accompagnée pour les grosses rénovations, ça reste, voilà, ça reste quand même une part minoritaire. L'autre, bonne pratique que moi j'ai identifiée, que je trouvais assez intéressante, c'est la coopérative Cabestan. Alors, je travaille avec eux, mais plus au niveau socio-économique dans la signification du don, donc voilà, je peux vous en reparler, je vais être un peu chiante sinon, mais donc en fait, Cabestan, c'est une coopérative d'artisans. Donc en fait, souvent l'artisan,
moi, j'avais mon oncle qui est maçon, alors, mon pauvre petit oncle qui a travaillé toute sa vie, qui a 70 ans, il a une toute petite retraite. Et puis, bah, s'il tombait malade ou voilà, c'est pas évident non plus, d'être assuré. Donc à Bestan, ils se sont dit: «Bah, au final, au lieu que nos artisans, ils restent, indépendants et si on crée une coopérative où les gens deviennent salariés?» Et on mutualise les services. Donc voilà, mais Pascal, si elle, elle fait 30 000 € là, cette année et que moi j'en fais 10 000, les 30 000 €, c'est ceux de Pascal et les 10 000 €, c'est les miens. Donc ça, on a les comptes séparés. Mais on devient salarié, donc on a le droit quand même à une protection sociale. La fiche de paye, c'est fait, voilà, c'est Cabestan, la coopérative qui fournit des services et donc il y a une vraie mutualité, en fait. Il y avait par exemple eu, un artisan qui était, enfin voilà, je vous dis, on garde nos comptes séparés, mais par exemple, il y avait eu un artisan qui avait des soucis, bah, ils avaient tous abondé les autres artisans pour soutenir la coopérative. Donc il y a quand même des mécanismes de solidarité très forts entre eux. Et puis, Cabestan s'est dit: «Bon, bah, nous, on est vraiment tourné vers, voilà, c'est cet intérêt mutuel, nos membres, mais on aimerait bien aller plus loin, vers l'intérêt général». Et donc, il y a quelqu'un qui a dû aller aussi en Italie, à Naples, et voir le café suspendu. Et il s'est dit: «Tiens, si on faisait aussi les travaux suspendus?» Donc, en fait, Cabestan s'est tourné vraiment vers cette mission d'intérêt général depuis 2015-2016. Donc, l'idée a mis, voilà, c'est seulement maintenant que ça germe, mais ça a mis 7-8 ans en disant: «Bah, nous, au final, on voudrait faire quelque chose pour aider la société et on va faire le don d'énergie». Donc, alors les artisans, en fait, soit, par exemple, vont voir leurs clients, je sais pas, il en a pour, 752 €. Il dit: «Bah, écoutez, vous voulez pas me faire l'arrondi sur la facture?» Alors, ouais, 800 € ou 760, enfin, ça dépend la générosité de qui ils ont en face. Et puis, cet argent, en fait, il abonde un fonds de solidarité qui a été créé, par la coopérative. Et puis, en plus, les artisans, ils peuvent, donner de leur temps. Voilà, c'est le don du temps, donc et comme ça, en fait, ils fournissent une aide. Alors, Cabestan, ils l'ont toujours dit: «Nous, on ne fait pas ça tout seul. On arrive sur le territoire, mais on ne veut pas entrer en concurrence avec les compagnons bâtisseurs, la Fondation Abbé Pierre». Donc en fait, ils ont créé un écosystème. Ils sont, les acteurs ensemble, ils ont créé une commission. Alors ça, c'est important, je vais y revenir après. Et donc, ils travaillent, un peu main dans la main, quoi, ça se passe plutôt bien. Et ce qu'ils font, en fait, Cabestan, c'est qu'avec, l'argent qu'ils récoltent, ils vont aider à financer des aides. Comme je vous disais, par exemple, donc il y a le problème du reste à charge, mais des dossiers qui coincent parce que ça cadre pas avec l'ANA. Donc, par exemple, s'il y a un problème là, bah, ils vont essayer de financer un poste de travaux ou au niveau du don du temps, bah, ils vont essayer, d'aller, réparer le toit, ce qui manquait pour avoir le droit à l'aide de l'ANA pour, permettre les travaux. Et donc ça, je trouve que c'est très pragmatique comme approche parce que comme, m'expliquait Grégoire, en fait, pour chaque euro investi, par le fonds, c'est 5 € d'impact réalisé, dont 3 € qui proviennent de la contribution de l'État. Donc en fait, Cabestan, agit comme un effet de levier, au niveau, de la levée des fonds. Ça débloque donc voilà, comme je vous disais, si, on peut avoir, je sais pas, à 80 ou 70 de l'aide de l'ANA, qu'il en manque 30, ben, voilà, eux, ils vont venir agir sur, soit en don de temps, voilà, avec ces artisans qui interviennent, soit, en, donnant un peu d'argent pour débloquer. Je vous parlais de la commission, parce que si vous vous lancez dans l'art social, alors ça m'embête de le dire comme ça, mais voilà, en fait, c'est un peu ça, en fait. Il y a toute une discussion des fois, c'est quoi, entre le bon et le mauvais pauvre? Il y a eu des réflexions des fois, même dans les aides. «Ah oui, mais s'il y en a qui a acheté une maison, au final, c'est de sa faute, est-ce qu'il a vraiment finan» Donc vous voyez, en fait, des fois, c'est dur parce que même il y a des artisans qui peuvent être en précarité, de il y a beaucoup de jugement social, en fait, quand on fait l'ARA, l'autorénovation accompagnée. Qui est éligible, en fait? Qui a assez qui a assez de mérite? Enfin, c'est assez horrible à dire mais c'est un jugement, voilà, quand vous faites de l'ARA social, il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui vont dire: «Mais pourquoi lui, pas moi?» Et donc en fait, ce qu'ils ont fait avec cette commission, c'est une approche vraiment transparente pour éviter ce genre de réflexion. Et c'était aussi un intérêt de la commission, voilà, où, ils accueillent, 3-4 dossiers et donc il y a vraiment la commission qui étudie tous les dossiers. C'est une décision collective et donc il y a une vraie légitimité dans l'aide. On n'a pas, voilà, cette décision collégiale. Donc ça aussi, pour l'art social, c'est un conseil que je vous donne parce que, des fois, voilà, il y a des gens qui peuvent être assez malveillants et remettre, en cause. Pour Cabestan aussi, hein, le nombre de gros chantiers, il est limité. Ils ont fait 2 pour l'instant, des travaux suspendus et c'est ce qu'ils disent: «Nous, on peut pas on est 300 artisans, on a aussi des artisans qui sont en difficulté financière. On peut pas seulement, compter, voilà, sur le bénévolat. On donne un coup de main, mais voilà, enfin, donc et c'est pour ça que je pense que c'est très donc mais par contre, voilà, le fonds de solidarité, il peut aider à débloquer d'autres postes ou donner des petits coups de main. Mais les gros, gros chantiers, là aussi, voilà, il y en a eu que 2.
Donc c'est pas si facile. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, ça voilà, je pense que c'est bon. Alors mes recommandations, recommandations. Il y en a qui sont, voilà, sur le terrain, donc voilà, en tant que chercheuse, moi, ce que j'ai vu un petit peu, j'ai discuté avec Franck Biot d'Ecohabitat la dernière fois, parce qu'on s'est vu aussi à l'Académie du climat il y a pas longtemps et lui, justement, il disait: «En ce moment, c'est vraiment le bon moment, en fait, pour aller dans l'ARA». Parce qu'on se rend compte qu'il y a jusqu'à 90 on peut réussir jusqu'à tirer jusqu'à 90 de financement, quoi. Donc là, je vous ai mis, que je lui avais demandé, donc j'ai remis ce qu'il m'avait expliqué parce que, voilà, il s'y connaît beaucoup mieux que moi, Franck. Et donc voilà, donc il y a un enjeu aujourd'hui à trouver des financeurs et à créer, mais je vous dis, ça a l'air d'être un beau moment parce que depuis le 1er janvier, ça abonde un peu. Il y a, trouver des travailleurs sociaux, surtout si on affronte l'ara social, voilà, quel écosystème on va mettre, des entrepreneurs, des artisans qui sont prêts à s'engager, dans ce type de travaux, des réseaux d'associations qui peuvent soutenir, conseils, formation, enfin voilà, donc en Bourgogne, quel acteur on pourrait trouver pour justement créer un écosystème qui permette une approche un peu holistique, enfin voilà, de ces problématiques-là? Heu, alors après ce qui coince dans l'ARA généralement, c'est les obstacles administratifs. Donc par exemple, les banques, au Danemark, elles sont super frileuses parce que, et même en France, je voyais dans le rapport CEDR, souvent un truc qu'on oppose, c'est: «Ah si c'est l'ARA, ça va être mal fait». Et on a peur de la mauvaise qualité des travaux. Mais généralement, si vous faites des travaux chez vous, vous êtes justement le premier à regarder que ça soit bien fait. Donc mais ça, sachez qu'au niveau des banques, il y a quand même beaucoup de craintes au niveau de la qualité. Heu, il y a, l'ADEME a fait un petit rapport, donc justement, celui que je vous ai sur, alors c'est pas le même que celui d'avant, c'est un autre sur en fait, les pratiques européennes, où situer la France et tout ça et donc il donne quelques bonnes pratiques. Donc on a par exemple, en Autriche, on a une subvention, qui peut être éligible, et donc j'ai trouvé aussi, justement EcoCheck Normandie, qui vous donne aussi par exemple le droit à une subvention si vous voulez faire de l'ARA, mais vous devez le faire avec quelqu'un qui est membre du réseau Rénova. Vous avez aussi, des formations publiques à l'ARA, par exemple aux Pays-Bas, ce qu'ils ont mis en place et avec des ateliers qui sont faits, qui sont financés. J'ai vu que l'ALEC 07 aussi avait, je crois, développé ce type de programme et puis, le gros problème, ça reste quand même les assurances. Donc ça, donc par exemple, c'est aussi pour ça que Cabestan travaille avec les compagnons bâtisseurs. Parce que les compagnons bâtisseurs, historiquement, ils ont été assurés, par la Maif. Donc mais je vous dis, ils sont vieux, hein, ils ont, 60 ans. Donc à l'époque, c'est passé, mais pour l'instant, seulement les compagnons bâtisseurs pour, a vraiment l'assurance qu'il faut faire pour la alors il y a la FEDAC, hein, qui propose aussi des médiations, il y a beaucoup de choses, mais ça reste quand même compliqué, même pour l'ARA militante, donc ce maçon, qui travaille avec la terre, que j'ai vu, bah, justement hier soir, un peu par hasard, mais je me suis dit: «Ah tiens, pour aujourd'hui, c'est parfait». Un bel hasard et lui m'expliquait, il vient de se lancer dans le métier et il utilise, par exemple, la décennale, d'un maçon qui a 10 ans d'expérience. Donc par exemple, pour les chantiers publics, vu que justement c'est la terre, la paille, c'est des choses d'assez nouveau qui rentrent pas forcément dans les cadres et les assureurs font beaucoup de problèmes, à assurer. Donc lui, il utilise la décennale d'un autre maçon. Et puis, un truc qui est aussi intéressant, alors, je ne savais pas, c'était, sur la première slide, donc j'ai dû vous le mettre, alors il y a le parce que j'arrive plus à le prononcer, il y a le réseau Twitza. Alors je sais pas si c'est prononce comme ça, Twitza, donc je suis pas très bonne en accent et donc justement, bah, donc et je lui demandais j'ai posé aussi, pardon, la question pour, l'encadrement des bénévoles et lui, il me disait qu'en fait, dans les chantiers participatifs, il y avait, ce réseau Twitsa où, les gens payaient une cotisation, je crois que c'est 85 € ou 35 €, enfin bref, il y en a un qui paye 85 et l'autre 35, enfin, c'est celui qui fait le chantier et les autres, mais c'est pas extraordinaire. En fait, ils sont assurés par le réseau Twitsa pour faire les chantiers participatifs et donc les bénévoles. Donc là aussi, ça peut être, un axe de réflexion et puis, la question qui est venue aussi, c'est, pardon, j'ai oublié le S, mais, la question des business models. Alors, oui, effectivement, c'est, ce reste à charge et tout ça, comment on fait, pour payer? Alors, je vais passer, tout de suite, en fait, je vais faire le lien avec les communautés d'énergie parce que j'étais impliquée dans un projet qui s'appelait Community Energy for Energy Solidarity
où, en fait, c'est un projet de RESCOP. RESCOP, c'est la Fédération européenne des coopératives énergétiques et eux, en fait, ils ont justement ils travaillent sur ces business plans et une initiative que moi j'aime beaucoup, donc pareil, EcoPower avec qui, j'ai bossé, eux, ils c'est une ville qui s'appelle Eeklo, dans les Flandres et en fait, ils agissent un peu comme une ESCO. C'est-à-dire qu'ils vous avancent l'argent alors là, dans ce cas-là, c'est une communauté d'énergie, mais pour les personnes les plus pauvres, je vous dis, le ta entrer dans une communauté, ça pose problème et parce que même si c'est 50 balles, bah, voilà, psychologiquement, non, ça devrait être gratuit parce que sinon c'est compliqué. C'est com et donc ce qu'ils font, en fait, c'est un partenariat avec la municipalité où, ils avancent les frais. En fait, ils ne vont pas payer de part à l'entrée et alors, il faut savoir qu'EcoPower, c'est le fournisseur le moins cher de la Flandre, hein, quand même. C'est une coopérative énergétique, mais ils sont tellement performants que c'est les fournisseurs les moins chers de Flandre, quasiment tout le temps. Donc parce que ça fluctue, hein, les fournisseurs et ils avancent l'argent et en fait, avec les bénéfices que font les gens, grâce à la réduction de la facture d'énergie et ben, ils les repayent. Ils repayent leur part, donc en 3 4 ans. Peut-être, mais voilà, donc en fait, ça fait comme une escroc et on en parlait la dernière fois, enfin, bon, avec la ville de Los, où on s'est vu justement pour le projet et c'est vrai que pour la rénovation énergétique, pourquoi pas, créer des partenariats entre les communautés d'énergie et qui pourraient agir, par exemple, comme des escrocs et par exemple, prêter les fonds pour ces rénovations, ces restes à charge des rénovations énergétiques qui seraient remboursés petit à petit avec les gains d'énergie que font les gens. Le seul problème, voilà, dans ce sac, c'est que souvent les gens en pauvreté énergétique, ils sont souvent en sous-consommation. Donc voilà, il faudrait quand même, accompagner et là, à mon avis, par contre, le conseil énergétique a tout son sens. Parce qu'on donne une infrastructure aux gens pour pouvoir consommer et là, on les accompagne d'un conseil énergétique qui est et là, voilà, c'est pour moi, ça a beaucoup plus de sens et donc voilà, donc ce que et par exemple, donc voilà, Enercop et le Fonds énergie solidaire. Donc je sais que ouais, j'ai des fois ça a pas trop, trop bien marché, mais là aussi, c'est une, bonne idée pour, Enercop, voilà, avec Énergie Solidaire, finance ces projets et surtout d'autorénovation accompagnée parce que le but, c'est d'activer. Ils disent: «Nous, on veut pas être passifs, on veut activer» et ce que font, mais ce que faisait aussi déjà Julienne Javel, c'est par exemple proposer des kits. Là, la dame que je vous montre, c'est une coopérative en c'est des bénévoles de coopérative qui viennent voir les personnes âgées et leur proposer des kits en Croatie et l'économie réalisée à l'année, c'est 200 € à peu près, avec, ces petits kits-là, je vous ai mis avec la petite dame et il y a aussi là où je vais demain soir à Rennes, c'est les panneaux photovoltaïques plug-in. Ça, ils le font aussi beaucoup dans les coopératives maintenant, des achats groupés et puis ils vous font des démonstrations. Là, demain soir, en fait, on va apprendre aux gens à monter leurs panneaux photovoltaïques pour les ramener chez soi et là, on me disait aussi, que ça marche très, très bien. Donc donc là aussi, c'est peut-être l'occasion de faire des ponts entre autorénovation et communauté d'énergie. Voilà et donc j'ai fini et après je me demandais, avez-vous entendu parler de l'appel à projets de l'ADEME? Donc justement, est-ce que, après tout ce que je vous ai dit, il y aurait, des axes à creuser et notamment, je trouve qu'il y a beaucoup de ponts peut-être à faire entre l'ARA militante et l'ARA sociale parce que donc justement, l'ARA militante donc c'est voilà, un peu réservé pour l'instant, hein, je vous dis capital économique, culturel, mais pas forcément partout et en fait ces matériaux, ils coûtent très peu cher. La terre et la paille. Ça peut être récupéré aussi par, voilà, l'agriculteur du coin et en fait, ça demande beaucoup de main-d'œuvre, par contre. Donc est-ce qu'on pourrait pas imaginer aussi une ARA militante qui se tourne vers le social et qu'en fait l'écologie devienne un peu moins exclusive? Parce que c'est un peu le problème qu'on a aujourd'hui et où on arrive à construire justement, une ARA, qui soit à la fois, voilà, écologique et sociale et ça, je pense que ça serait un bel axe de travail parce que, voilà, dans ce cas-là, comme je vous dis, les matériaux coûtent beaucoup moins cher et heu et donc même au niveau de filière, si on parlait d'éducation ou de développement, ça pourrait être aussi une chance localement. Voilà, j'espère que j'ai pas trop parlé. Pascal, excuse-moi. Il y a énormément d'informations, donc je pense que, il va y avoir pas mal de questions. Donc, bah, moi, je vous invite tout simplement, voilà, à lever la main, pour que, je puisse vous donner la parole si vous voulez, des précisions ou apporter vos commentaires, réactions. J'ai vu qu'il y avait déjà des choses dans le chat, mais c'est peut-être plus sympa de le faire,